Première sur DC Radio, il est 13h03, voici les Papis Flingueurs. Les Papis Flingueurs, dorénavant, chaque jeudi à 12h30 et à 19h sur DC Radio 90.2, bientôt également sur DC Télévision. Nous allons passer en revue l'actualité au sens large, mais plutôt parce que c'est aussi leur affinité, l'actualité d'ici, avec les Papis Flingueurs. Nous avons réuni trois personnalités, d'abord très attachantes, je vous le dis, mais vous le savez déjà, avec des sentiments et des approches très différentes, qui vont ainsi dynamiter, flinguer, alors je reprends volontairement les dialogues d'Audiard, mais en tout cas tout simplement commenter l'actualité de notre région, puis revenir aussi sur le passé, parce que du passé répond à l'avenir, comme tout le monde le sait. Nous avons d'abord Daniel Chevalier, ancien député du département des Hautes-Alpes, ancien maire de Vennes, et je passe sur de nombreuses autres responsabilités de sensibilité de gauche. Daniel Chevalier, bonjour. Eh bien le bonjour. Merci de jouer le jeu et d'être avec nous dans cette émission. Nous avons ensuite une personnalité ô combien connue, de sensibilité de droite non dissimulée, Pierre Roux, ancien président de la Chambre de commerce. Bonjour président. Bonjour. Vous voyez qu'on vous appelle toujours président, hein, ça a pas changé. Hein. Ouais. C'est quand on ne sait pas que dire autre chose, on dit président. Et puis nous avons le monsieur loyal. Le monsieur loyal de l'émission, c'est René Valarino. Pas vraiment de coloration politique, en tout cas pas affichée, mais il connaît parfaitement le département pour avoir côtoyé les personnalités pendant des décennies, et entre autres le dénommé Marcel Lesbros qui l'imite parfaitement. René Valarino, bonjour. Bonjour. Alors, premier sujet que nous allons lancer avec vous, c'est le sujet de cette rentrée qui n'en est plus un, tout en étant le sujet de la rentrée. C'est évidemment le dossier de l'autoroute. Alors pourquoi on en parle ? Parce que finalement, il s'est passé des choses. Il y a eu une tentative de relance en début d'année à la faveur de la députée Karine Berger et de Pierre-Bernard Raymond. Et puis finalement, cette rentrée, après la décision d'inscrire l'autoroute après 2050 dans le schéma national, et après les propos du PDG de Vinci qui a dit non, le dossier est plié, Pierre-Bernard Raymond, qui a porté longtemps ce projet, a décidé de le refermer en disant qu'il fallait avoir le courage, et pour lui ça doit être un effort majeur d'ailleurs, de refermer le dossier de l'autoroute à 51. Qu'est-ce que ça peut inspirer au président Roux ? Ça m'inspire d'abord que dans les Hautes-Alpes, on n'est jamais pris en considération par nos intelligences parisiennes. Et qui veulent bien venir dans les Hautes-Alpes faire du ski, faire du sport, mais qui se fichent pas mal de ce que peuvent penser les Hauts-Alpins pour leur avenir. Le Chevalier ? Oui, moi je pense qu'il a pris la bonne décision, il a tardé à la prendre, mais que le désenclavement des Hautes-Alpes ne pouvait pas se faire pas simplement par l'autoroute. Il y avait d'autres propositions beaucoup plus intéressantes. Et je crois que de s'accrocher à ce projet-là, ça a été une mauvaise chose pour le département, et que l'on doit pouvoir maintenant œuvrer peut-être d'une manière beaucoup plus efficace. René Valarino. Oui, je dirais que, et j'ai l'habitude de le dire lorsque je fais des spectacles, que l'autoroute dans les Hautes-Alpes, c'est un peu notre monstre du Loch Ness à nous, quoi. Il y a très longtemps qu'on en entend parler, mais jamais personne ne l'a vu. Sauf arrivé jusqu'au terrain d'aviation de Tallard, quoi. Mais, qu'en aurait dit le sénateur Marcel Lesbros ? Il aurait dit, c'est une affaire, ça, qui traîne un petit peu en longueur. Je pense qu'il y a quand même un manque de volonté de la part des uns et des autres. C'est incroyable. Il aurait rappelé qu'elle est arrivée à la Sols grâce à lui, etc. Oui, exactement. Oui, elle est arrivée à la Sols. Bon, après, je me souviens de cette affaire au début. Par contre, ça m'amène justement cette réflexion à une époque où tous les pouvoirs étaient du même côté, à droite en l'occurrence. Tous les pouvoirs, que ce soit les députés, que ce soit le conseil général, que ce soit le conseil régional, que ce soit l'État, etc., etc. Et à l'époque, on n'avait pas réussi à la faire. Je me suis dit, c'est foutu, ça ne se fera jamais. Oui. Daniel Chevalier ? Oui, non, mais je crois qu'on n'a pas pris le problème par le bon bout. Je veux dire que le consensus ne s'est jamais totalement fait autour de ce projet, sauf des situations particulières telles que René vient de le dire, où il y avait effectivement conjonction de certains pouvoirs.
Mais visiblement, que ce soit au niveau du pouvoir économique à l'époque ou du pouvoir politique, eh bien, il n'y a jamais eu vraiment de volonté de réaliser ce projet-là. D'autant plus que je me souviens, moi, étant au conseil régional, la bataille de Gaston Defferre, le président Roux doit s'en rappeler, pour amener l'autoroute jusqu'à Sisteron, puis après de Sisteron à La Saulce, etc. Donc là également, il y avait la région qui s'était mise à se battre. Donc on trouvait des bonnes volontés de tous côtés. Et puis, bon, arrivé dans les Hautes-Alpes, le fameux tracé par l'Est de Gap, par l'Ouest de Gap, par Charence, etc. Là, on était en plein maelstrom de discussion. On ne savait plus de quel côté il fallait que ça passe. Une bagarre, une guérilla s'est engagée là-dessus. Et bien, avec le résultat qu'on connaît, le plouf. Et moi, je pense que le projet Guesso, qui a émergé voici une dizaine d'années, était la meilleure solution, c'est-à-dire un passage par le Buëch, mais un aménagement de la RD 1075 sans pouvoir prétendre à réaliser une autoroute. Oui, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais si, président, il faut y aller. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de savoir si ça devait passer par Luz-la-Croix-Haute ou par ailleurs. Ça, c'était les histoires vénoises de l'époque. Ah non. Les histoires vénoises. Non, on voulait vous le faire passer à Charence. Vous n'avez pas voulu. Non, à Charence. Continuez, président, je suis au milieu, vous craignez rien. À Charence, les écologistes se seraient battus pour que ça passe pas à Charence. Oui, mais vous étiez écologiste à l'époque. Quand on est dans un gouvernement. Vous étiez écologiste à l'époque. Quand il y a un gouvernement où les écologistes sont au pouvoir, aujourd'hui, qui font la majorité actuelle, eh bien, ça peut pas passer par Charence. Charence, c'est le lac de Charence. Charence, c'est le château de Rothschild. Oui, c'est ça aussi, Charence. Oui, mais il passait on l'oublie. C'était une guerre, parce qu'il passait en tranchée, là. C'était une guerre de tranchée. C'était une guerre de tranchée. Sous Charence. Ah ben voilà. Alors là, nous sommes... Moi, je pense quand même, notre ancien député a dit une chose très intéressante. Merci. Très intéressante. Il a dit, il faut plus faire l'autoroute, il faut faire autre chose. Moi, j'avais fait la ligne d'avion Gap-Paris en 2h10. Gap-Paris. Je ne l'ai jamais prise, mais il paraît qu'elle existait. Je ne l'ai jamais prise parce qu'il n'était pas encore député. mais parce que c'était un peu avant. Mais on a fait une ligne pendant plusieurs années, Gap-Paris, 2h10. Oui, mais président, on m'avait dit que dans cet avion ne montait que le président de la Chambre de commerce, le sénateur et le député, c'est tout. Il n'y avait que 3 passagers, on m'a dit. Ah oui, on vous l'a dit, parce que vous n'étiez pas député. Elle était jaloux. Mais il y avait d'autres personnes. On s'est quand même posé pendant un bon moment dans ce département des problèmes de riches. C'est-à-dire cette autoroute, elle doit passer par Corps ou par Luce. Bon, au bout du compte, elle passera nulle part, quoi. Oui, il faut quand même considérer aujourd'hui que le gouvernement actuel a, bien sûr, des problèmes financiers importants, et que ce projet-là, qui représente sur le plan électoral rien du tout, eh bien, il n'est pas pris en considération. Les minorités ne sont pas prises en considération, c'est clair, net et précis. Maître Joallier ? Oui. Moi, je suis peut-être pas aussi pessimiste que le président. Je veux dire que si on a mis nos efforts sur une amélioration des nationales, je sais bien, vous allez me rétorquer, que les gouvernements respectifs n'ont pas suffisamment de financement pour mettre de l'argent à l'époque sur les nationales. Maintenant, nous avons des routes départementales, en tout cas pour la 1075, qui passent par Luce-la-Croix-Haute. Il suffirait quand même que les régions Rhône-Alpes, PACA, et que les départements de la Drôme, de l'Isère et des Hautes-Alpes veuillent bien faire de cet axe-là un axe correct et de dimension nationale ou internationale. Voilà un projet qui pourrait désenclaver à moindre coût et dans de bonnes conditions les Hautes-Alpes. René ? Oui, pendant des années et des années, je suis allé 3 fois par semaine à Grenoble. C'est vrai qu'à l'époque, je râlais tout ce que j'avais avec tous les politiques, de quelle couleur qu'ils soient. Bon, aujourd'hui, où j'ai plus besoin de me déplacer, j'avoue que j'y apporte un peu moins d'intérêt. Ceci étant, je pense qu'il y a des gens qui font fonctionner l'économie de ce département, qui auraient peut-être leur mot à dire. C'est peut-être un peu eux qu'il faudrait aussi écouter au travers de leurs doléances. Je connais quelques entrepreneurs qui ont des besoins de déplacement rapide, d'autres qui, m'a-t-on dit, ne sont pas venus parce qu'effectivement, il n'y avait pas moyen rapide d'avoir accès au département des Hautes-Alpes. Donc, quand même, c'est tout ça qui est à prendre en compte. Mais quelle énergie quand même, quelle énergie, oui, Pierre Roux, on se souvient de ces manifestations rue Carnot avec, à Marseille, les coups de poing d'Alain Bérou avec les CRS, etc.
Les réunions ministères, il y en a eu combien? 11 de réunions avec tous les même élus de la région. Même les réunions au Conseil général, les réunions agitées. Absolument. Bien sûr. Non, mais moi, j'ai des documents chez moi importants sur les projets de désenclavement des Hautes-Alpes. Car on parle de l'autoroute, on pourrait aussi parler des percées alpines. Ça viendra peut-être, on en parlera peut-être une autre fois. Combien de mètres cubes là? Et oui, c'est ça, tout de suite. Alors, on commence à parler de mètres cubes alors qu'il faudrait parler simplement de relations humaines. Alors, à la place de la relation humaine, on vous met des kilos de terre. Oui. Moi, je suis pour la relation humaine et pourtant, mon ami, parce que je considère que c'est un ami, l'ancien député Chevalier, je sais aussi qu'il est pour les relations humaines. Alors, les poids de terre ont les meilleurs. Ah non, mais quand je parlais de mètres cubes, Président, je ne me serais pas permis de parler de pelleté. Moi, je parlais de mètres cubes de dossiers. Combien de cartons vous avez remplis à propos du désenclavement des Hautes-Alpes? Combien de feuilles? Ça doit se chiffrer par centaines de milliers ou presque. Ah non, mais j'ai quand même quelques jolis documents. Non, moi, je vous voyais pas avec une pelle mécanique. Non, c'était simplement pour avoir le volume de dossiers. Moi, ce que je regrette, c'est que, par exemple, on soit arrivé en ce début d'année, enfin après les élections législatives, à encore un numéro d'illusionniste. C'est-à-dire que le dossier porté courageusement, il faut le dire, par Pierre-Bernard Raymond, a été repris de manière un petit peu légère, ou du moins a été repris à la légère, par notre députée actuelle, Karine Berger, en disant « je prends la relève ». Je prends la relève de quoi ? Au lieu de prendre la relève de ça, elle aurait mieux fait de prendre vraiment le dossier du désenclavement des Hautes-Alpes par l'amélioration des nationales à bras-le-corps, et on n'en serait peut-être pas aujourd'hui à parler d'un enterrement. Ouais, mais elle est très gentille. Elle a un grand-père qui venait passer ses vacances à Chorges. C'est comme ça qu'elle est devenue alpine. Alors, elle vient de temps en temps des Hautes-Alpes, mais elle est à Paris. Dites-moi où elle est née. Oui, mais vous savez, Président, la vie politique, même si on est dans les Alpes, j'ai toujours tendance à dire que cette vie politique manque de relief, même si on est dans un département montagneux. Bon. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher à Paris des diplômés pour assurer des hautes fonctions. Moi, je me suis toujours levé contre cela. Je me rappelle l'époque, vous avez rappelé certainement, de Bonacossa, qui venait faire un petit tour pour les élections et qui repartait dans son ministère. Donc là, on assiste au même phénomène et je reconnais que c'est même péjoratif pour les Hauts-Alpins. Bonacossa, vous avez connu, Pierrot? Quoi? Bonacossa, vous avez connu? Ah bah bien sûr, j'ai connu Bonacossa, et puis on a eu le cours. Oui. Lui, il a été élu, le cours. C'est pas pareil. Mais Karine Berger a été élue aussi. Et oui, pareil. René Valarino, oui, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que je sens déjà que ça fait pas 5 minutes qu'on a commencé. La droite et la gauche sont déjà quasiment sur un consensus. Je trouve qu'on va manquer de spectacle si ça continue comme ça. Donc, messieurs, je me suis mis au milieu parce que soi-disant, il devait y avoir de la bagarre. Finalement, on est au consensus. On n'est pas venu pour se battre. Nous, on se battait. Non, mais de la bagarre verbale. Et là, je trouve que le ton a baissé. Vous devriez, Président, redonner un petit peu du tonus à cette affaire. Oui, moi, j'allais, quand j'étais jeune, le dimanche, quand Gap jouait au foot contre Vennes, c'était la grande bagarre de l'époque et c'était les deux grandes équipes des Hautes-Alpes, Gap et Vennes, qui jouaient les unes contre les autres. Et ça, à cette époque-là, on se battait Gap et Vennes. On se battait même au sens littéral après le match. Ça ne nous empêchait pas d'aller boire un coup après. Oui, non, mais ça tout à fait. Et des coups, on en a bu. Et on en a pris, mais on en a bu. On en a bu aussi. Oui. René Valarino, vous qui êtes installé à Nef, là, pas loin de l'aérodrome de Catalar, les parachutages, ça vous inspire quoi dans la politique? Ça m'inspire que ça développe quand même une activité sur la plateforme de l'aérodrome. Alors après, sur un plan politique, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je préfère quand même des gens du cru. Je suis comme Daniel Chevalier et Pierre Roux. Alors bon, là, on est trois d'accord maintenant. Oui, bon, donc, mais je préfère quand même des gens du cru. C'est vrai que les gens qui arrivent ici, ça sert de marchepied pour faire une carrière politique à Paris. C'est quand même un peu moins intéressant. Même si le département des Hautes-Alpes, faut quand même le dire, a intérêt à être connu par les Parisiens aussi. Je pense qu'on est trop souvent et trop ignoré en général. Oui. Bon, mais quand même, et je le disais tout à l'heure en aparté, on me disait,
je trouve qu'il n'y a pas un vivier politique suffisant ici pour effectivement faire en sorte qu'on n'ait pas à subir ces parachutages. Les temps ont un peu changé, alors certains le constatent, les journalistes dont moi-même en ont fait partie. Il y a eu quand même, on n'est pas dans la même époque que l'époque, alors pardon, je flatte un peu vous tous là, mais de Daniel Chevalier, Pierre Roux, Paul Dijoux, Bernard Raymond, etc. Voilà, ça coûte pas cher surtout. Mais voilà, il y a eu, on est dans une époque peut-être moins, c'est un peu ce que vous sous-entendiez Daniel Chevalier tout à l'heure, un peu moins dimensionné, j'allais dire au niveau politique, enfin sous toute réserve. Oui, non, mais je crois qu'aussi les candidats ou enfin les leaders politiques, ça se prépare, ça peut émerger à partir d'un travail préparatoire. Je veux dire, travail préparatoire, c'est soit au niveau économique, soit au niveau des partis politiques, etc. Je veux dire, on peut se mettre en situation de faire émerger à un moment donné ce que j'appellerais des leaders, ou en tout cas des candidats qui peuvent représenter ensuite les Hauts-Alpins à tout niveau. Alors actuellement, c'est une espèce de course là, je voudrais pas être péjoratif, mais des courses à la représentation, à l'indemnité. Il suffit de voir le débat sur la loi anti-cumul. Moi, je trouve ça ahurissant. Pourtant, à l'époque, j'étais un cumulard fantastique. Bon, il n'y avait pas de loi particulière, mais je trouve qu'actuellement, avec l'évolution qu'il y a eu sur un plan politique, c'est vrai qu'il est difficile d'être à la fois à Paris, à Marseille, à Gap, etc. Donc, à un moment donné, il y a des choix à faire. Et là, on voit une espèce de réticence se manifester par rapport à cela, alors qu'il y aurait la possibilité justement de faire émerger tout un ensemble de jeunes et de candidatures intéressantes. Oui, mais moi je pense quand même aussi que les jeunes d'aujourd'hui, la politique politicienne ne les intéresse plus. Oui, c'est vrai. Alors, il n'y a plus de candidats à certains postes parce que les gens se tournent vers d'autres buts de la vie. Et on s'en aperçoit, parce que moi, je suis le doyen des doyens parmi nous, là, aujourd'hui. À l'époque, on était, j'allais dire, presque obligés de faire de la politique. Mais, Président, la vie politique est difficile. Oui. La vie politique. Nous avons en face de nous, comme animateur, un bel exemple de vie politique réussie. Non, mais attendez, tout à fait. C'est quand même un animateur qui m'a battu à des élections cantonales. Et auquel je réponds à son invitation. Oui. Je ne suis pas sectaire. Ah non, mais on ne l'a jamais dit. Et donc, cet animateur qui s'est présenté aux élections de Cap Nord-Est a fait une apparition un peu rapide dans la vie politique. Il a fait une grosse faute. Il a osé se présenter à des municipales à Gap. Alors que s'il était rentré dans le cadre, maintenant il serait peut-être maire de Gap ou autre chose. Mais voilà, à un moment donné, il avait aussi... Oui, change de registre. Oui, mais moi je crois quand même que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas la politique qui les intéresse en priorité. Ils ont d'autres vues de la vie. Ils voient différemment. On s'en aperçoit, moi. Je m'excuse, j'ai une famille très nombreuse. J'ai une famille très nombreuse. J'ai 6 enfants. Avec ma femme, on est 53. Enfants, petits-enfants et petits-enfants. Je m'aperçois que dans ma famille, direct, il n'y a personne qui s'intéresse à la politique. Ah, Valérie Pécresse, quand même. Non, mais c'est dans ma famille direct. À moi, mes enfants et petits-enfants. Alors après, dans la famille, c'est autre chose, ça. Valérie Pécresse, c'est ma nièce. Non, mais c'est pas ma fille. Moi, c'est la grande famille, là. Non, mais je parle de la famille. D'accord. C'est pour dire qu'aujourd'hui, à mon avis, les jeunes ne trouvent pas d'intérêt particulier qui les met en avant en faisant de la politique. Oui, non, et c'est peut-être... Et ça, c'est dommage. Et que ça, alors là, il n'y a pas de parti ni de gauche ni de droite. Les jeunes, maintenant, ils montent des radios, ils montent des télévisions. Ils préfèrent peut-être monter des radios que d'aller faire les andouilles dans un conseil municipal. Ils geekent aujourd'hui, les jeunes. Peut-être aussi parce que la politique perd son intérêt. Enfin, quand on discute à des jeunes aujourd'hui de la politique, ils vont vous dire qu'ils n'y croient pas du tout, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'à force de raconter aussi des gens, des bobards, à longueur de temps, je parle des politique, là, surtout pendant les campagnes électorales, Daniel, voilà. Mais je trouve qu'à force d'entendre des choses comme ça, de faire des promesses, d'entendre des promesses qui sont jamais réalisées, etc., les gens se disent, si c'est ça la politique, ça peut pas m'intéresser. Je pense qu'effectivement, dans le passé, il y avait en politique
comment dirais-je, un peu plus de respect de la parole donnée au départ, et c'est peut-être plus franchement le cas aujourd'hui. Oui, tout simplement parce qu'à une certaine époque, et le président Rousse ne me démentira pas, on avait un certain pouvoir de décision. Or, actuellement, force est de constater que ce soit au niveau d'un député ou d'un conseil régional ou conseil général, pratiquement, il n'y a plus de pouvoir de décision. Le pouvoir de décision, c'est le pouvoir économique. Après, on nous dit, non, au plan national, c'est l'Europe. Oui. Donc, à ce moment-là, quel est le pouvoir d'un député, quel est le pouvoir d'un conseiller régional par rapport à une prise de décision? Il n'y en a pratiquement plus, si ce n'est que pour accompagner ici ou là quelques projets de comité des fêtes ou d'animation. Mais pratiquement, les gros dossiers ne sont plus du ressort vraiment des élus de terrain. Là, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est une. On est tombé dans un système où, moi, je dis toujours, Paris et le reste de la France. Et le grave, c'est que c'est même pas Paris, c'est comment dirais-je, l'Élysée plus Bruxelles. Bruxelles beaucoup. Et Bruxelles qui dirige les opérations et on les subit. Absolument. Puis on est peut-être aussi rentré dans une société de consommation, les gens consomment tout, quoi. Et donc il y a un élu, l'élu doit, mais par contre, on n'est plus tout à fait dans la société de devoir, c'est-à-dire qu'on va chercher auprès de sa commune, je pense des petites communes par exemple, tout ce qu'elles peuvent vous offrir, mais par contre on n'est pas prêt à offrir quoi que ce soit à cette commune, on est le consommateur. À eux de se débrouiller, de distribuer les services. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que ce département est très, segmenté, avec beaucoup de chapelles politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, et qu'il subit un petit peu ces petits champs de bataille, ces mini champs de bataille dans chaque couleur politique finalement? En clair, il n'y a pas vraiment de patron dans ce département des Hautes-Alpes au jour d'aujourd'hui. Non, il n'y a pas de patron dans le département des Hautes-Alpes qui émerge. Qui émerge, vraiment. Alors, le patron, c'est aussi des fois vachement merdant, parce que quand on a des patrons, enfin, je m'excuse, moi qui l'ai été, c'est pour ça que j'en parle, on n'est pas obligé d'avoir la vérité révélée, c'est pas parce qu'on est patron pour ça, non, mais ceci dit, il manque, sinon de patron, de leader. De leader, comment dirais-je, pas seulement directif, mais aussi qui apporte des idées. Oui. C'est ça le problème. C'est aujourd'hui, moi qui suis un vieux de la vieille, quand il y a une nouvelle idée, d'où qu'elle vienne, elle vous intéresse si vous êtes un peu curieux. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas sortir beaucoup d'idées. Oui, non mais c'est vrai, on est entré dans une phase de gestion, c'est-à-dire que les élus sont plus ou moins bons gestionnaires, ils gèrent. Mais c'est vrai que si demain vous invitez un peu des élus qui ont des responsabilités un peu élevées, demandez-leur quel est leur programme, leur projet pour 2025 par exemple, puisque c'est à la mode, pour le département des Hautes-Alpes. Il n'y a plus rien, il y a plus de grands projets qui sortent, qui pourraient permettre de mobiliser toutes les forces économiques, politiques, etc. Vous ajoutez à ça la faiblesse au niveau des partis politiques, il n'y a pratiquement plus de militants qui se forment. Donc c'est vrai qu'on a abouti à quelques petites chapelles. Chacun mène sa vie à Briançon, chacun mène sa vie à Gap, chacun mène sa vie à Laragne. Et il n'y a plus de projet d'ensemble. Chacun essaye de tirer son épingle du jeu par rapport à des subventions qui sont octroyées ici ou là et des subventions qui vont diminuer de plus en plus. Oui, on est loin de l'époque de Marcel Lesbros, René Valarino, vous qui l'imitait bien. Il avait une gestion patronale atypique, j'allais dire. Mais tout se passait souvent derrière le nouveau conseil général, là dans son bureau, où il réglait un petit peu les affaires départementales, c'est ça? Vous qui l'avez bien connu. Oui, c'est arrivé plusieurs fois qu'ils me disent je pense que la séance se passera bien parce que j'ai vu un peu l'opposition dans les couloirs. L'opposition, c'était moi à l'époque, là. J'en faisais partie, oui. Mais il a fait partie de toutes les majorités, de toutes les oppositions. Vous parlez de moi, là? Non, je parle de Lesbros. Je parle de Marcel. Parce que moi, Marcel, je l'ai connu avant vous. Et oui, parce qu'on était au lycée. Bon, et il ne faut quand même pas oublier qu'il a été élu socialiste de la ville de Gap. Conseiller municipal socialiste de la ville de Gap. Marcel Lesbros. Oui, mais ça, président, c'est une maladie gapensaise. Roger Didier a fait pareil. Mais oui. Et vous, là, non? Ah non, moi, je reste fidèle. On m'a exclu, moi. C'est pas pareil, on m'a exclu. Tout simplement parce qu'il avait l'habitude de me dire aussi « J'ai toujours été un homme de consensus ».
Non, mais c'est une maladie, c'est un virus Walpin, ça. Quelqu'un qui veut... Le côté radical, montagnard. Voilà, oui, non, mais le parcours de Roger Didier se calque un peu sur celui de Marcel Lesbros. Pas tout à fait, mais peut-être moins excessif, mais pas loin. De droite à gauche, de gauche à droite. C'est la réalité. Oui, mais alors là, Daniel, moi qui suis complètement novice, allez dire, en matière de politique et inintéressé vraiment par la chose. Si, quand même, je crois aux hommes, mais pas trop à la politique, moi. Donc, le gars qui s'engage dans un parti et puis qui s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'il a fait fausse route, est-ce déshonorant de changer, de dire, ben non, c'est pas mon chemin, il faut qu'il fasse changer son parti, c'est ça. Oui, je pense que dans ces conditions-là... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été exclu. Oui, dans ces conditions-là, il n'est pas arrivé encore au port. Hein. Ah non, mais j'ai été exclu. Moi j'ai crevé en route, là, c'est sûr. Mais, ah oui. La voiture, en fait. Il ne faut quand même pas oublier que Marcel Lesbros, il s'est présenté, la première fois qu'il s'est présenté à Gap, il a été battu. Comme c'est pour ça qu'il était parti à Châteauvieux, c'est ça? Oui. Le dimanche, il est battu à Gap. Et il se présente le dimanche d'après à Châteauvieux où il y avait un poste qui avait été en ballotage et il est élu à Châteauvieux avec 45 voix comme conseiller municipal et devient maire. Ça c'est le réalisme. C'est le réalisme politique. Battu le dimanche à Gap, élu le dimanche après à Châteauvieux, faites-le. Ça, il n'y a que Marcel pour le faire. C'était une opportunité. C'est loin qu'on puisse dire. Merci, cher papy. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ici même, sur 90.2, nous allons parler des élections municipales avec vous. Pierre Roux, Daniel Chevalier, René Vallarino, merci. Merci. Merci.